Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Une unité thérapeutique nutritionnelle pour les enfants souffrant de malnutrition dans le district sanitaire de Mans. C'est un don de Save the Children. L'ONG a aussi offert au centre de transfusion sanguine de Mans du matériel biomédical. F. Boué. Dame Victoire Do peut rentrer chez elle dans son village situé à 30 km de Mans avec son petit garçon âgé de 3 ans. Elle a séjourné à l'unité nutritionnelle thérapeutique UNT du CHR de Mans avec son fils qui souffrait d'une malnutrition. Mon enfant était malade, ça était fini, on dit d'envoyer à Mans. Je suis venu, on a bien traité, il est guéri. Comme Victoire Do, de nombreuses mères viennent ici à l'UNT pour la prise en charge de leurs enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Une action rendue possible grâce à l'ONG internationale Save the Children et son partenaire Odafem, sous financement de SIDA CSO. Un appui au district sanitaire de Mans et environ visant à améliorer l'état nutritionnel des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de 0 à 5 ans. Un bâtiment entièrement réhabilité et équipé remis aux autorités administratives. Une bouffée d'oxygène pour de nombreux enfants atteints de malnutrition en provenance de plusieurs régions. L'unité nutritionnelle et thérapeutique que nous tenons ici, ça veut être l'unité de référence de toute la région. Mais je veux dire que notre aura a dépassé la région du Tonkin. Des enfants en provenance de Touba, en provenance d'Odiédé. Et mes collaborateurs ont pu me dire, me souffler que monsieur le directeur, on a une fois reçu, plus d'une fois déjà, une dame en provenance d'Abidjan avec enfants malnutris et il y a eu du succès ici. Après donc le CHR, Save the Children a aussi relevé le plateau technique du centre de transfusion sanguine CTS de Mans grâce à un de ses bailleurs. Il s'agit de la remise d'une chaîne d'ELISA. Ce matériel permettra au CTS de Mans de faire la qualification biologique des collectes de sang sur place sans toutefois attendre l'appui des autres centres accrédités. Fin de calvaire pour les riverains et usagers de la commune de Koumassi. Le projet de réhabilitation des voiries entre dans sa phase d'exécution. 41 km de routes sont concernés par ce projet engagé par les partenaires au développement, institutions étatiques et la mairie de Koumassi. L'annonce a été faite vendredi par Ndoye Raymond, le maire de la dite commune, à son cabinet. Frédéric Oulayi, Alexis Ouedraogo. Ce qu'on passe ici, c'est gênant pour nous. Le réseau routier à Koumassi est défaillant, complètement défaillant. Nous n'avons pas de route. Depuis quelques années, le réseau routier est largement affecté. Nids de poules et eaux usées sur les voies principales de Koumassi seront bientôt de vieux cauchemars pour les populations de la commune. Le réseau routier va être restauré. Le maire Ndoye Raymond a annoncé le début de l'exécution des grands travaux de réhabilitation des voies. Nous avons eu des oreilles attentives au niveau des décideurs de l'État, au premier chef, son Excellence le Président de la République. Et nos démarches auprès des autorités ont porté leurs fruits et nous avons un début d'exécution des travaux. En tout cas, nous fondons beaucoup d'espoir dans ces travaux et nous pensons que ça devrait pouvoir conduire à la fin du cauchemar des habitants de Koumassi. Pour ces travaux, nous avons mené des démarches dans toutes les directions. Nous avons eu plusieurs rencontres avec le ministre des Infrastructures économiques qui nous a promis son appui. Nous avons déposé aussi des dossiers auprès du PPU. L'exécution de ce projet financé par la mairie de Koumassi et l'État de Côte d'Ivoire devrait permettre de donner un visage nouveau et booster les activités économiques de la commune. Nous pensons que Koumassi devrait pouvoir avoir un visage reluisant, avoir une certaine fluidité dans la circulation pour que les opérateurs économiques ne perdent pas leur temps dans la circulation au lieu d'être au travail. L'impact, il est réel pour l'économie, il est réel pour le quotidien et puis il est réel aussi pour la santé. Plus de 41 km de routes sont prises en compte par le projet qui impactera les boulevards du Cameroun, du Gabon, du Caire, du 7 septembre. 7 milliards de francs CFA sont mobilisés pour cette réhabilitation. L'Institut des sciences et techniques de la communication a abrité hier l'Assemblée générale élective de l'Union internationale de la presse francophone section Côte d'Ivoire. Ces assises ont vu la désignation d'Adama Koné à la tête de la section ivoirienne de l'UPF. La rencontre a aussi permis de réfléchir aux dispositions pratiques pour la participation de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée générale à Lomé au Togo du 26 au 28 novembre prochain. Frédéric Oulayi, Alexis Ouedraogo. L'Union internationale de la presse francophone, section Côte d'Ivoire, a un nouveau président. Adama Koné, journaliste à la RTI, remplace Alfred Damboussa.
Le président sortant s'est dit satisfait du travail abattu et encouragé son successeur. Je voudrais vous dire sincèrement merci pour le choix que vous venez d'opérer. Connaît, durant tout le temps que nous avons passé à la tête de la section, le temps que nous avons passé à la présidence internationale, Koné a été, de tous ceux qui étaient membres du bureau, celui qui a été le plus présent, celui qui a été le plus dévoué. Adama Koné a salué la confiance mise en sa personne. Il a présenté les lignes directrices de son mandat. C'est un gage de confiance et nous devons, notre génération, de faire en sorte que les acquis obtenus par nos prédécesseurs soient consolidés davantage et que nous puissions, par nos actions, apporter quelque chose, apporter un plus à l'UPF en Côte d'Ivoire. L'Union internationale de la presse francophone, créée en 1950, aura sa 44e assise à Lomé du 26 au 28 novembre prochain. Thème choisi, place et image de la femme dans les médias. La Côte d'Ivoire va accueillir en 2016 la 4e journée du manuscrit francophone. L'information a été donnée lors de la toute dernière édition de l'événement tenu récemment à Paris. La journée du manuscrit francophone permet à tous les auteurs de publier gratuitement leurs livres. La 3e édition de la journée du manuscrit francophone a réuni à Paris auteurs, libraires, éditeurs de toute la francophonie. À l'honneur, plus de 150 auteurs de 35 nationalités. L'événement leur offre la chance de se faire connaître dans tout l'espace francophone, voire dans le monde. Le grand lauréat de cette journée du manuscrit francophone 2015, il est donc attribué à Madame Pauline Pucciano. Partenaire privilégié de l'édition 2015 de la journée du manuscrit francophone, au siège de l'UNESCO à Paris, la délégation permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO et le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, au nom de M. Maurice Kwaku Bondaman, lui-même écrivain, de féliciter les lauréats de ce soir qui voient leurs manuscrits édités. Ils ont prouvé qu'ils ont du talent. Je leur souhaite d'avoir une abondante production littéraire et une grande notoriété. La journée du manuscrit souhaite offrir aux auteurs l'opportunité de voir leurs livres publiés à l'occasion d'une grande célébration. L'initiative qui fédère des dizaines de milliers de personnes autour des réseaux sociaux ouvrira ses prochaines pages en Côte d'Ivoire. Maurice Bondaman, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, a été le parrain de la journée du manuscrit francophone. La journée du manuscrit doit beaucoup à la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi nous avons vraiment le plaisir d'être l'année prochaine pour la prochaine journée du manuscrit à Abidjan. Rendez-vous est donc pris pour la 4e édition de la journée du manuscrit francophone à Abidjan, et c'est en 2016. C'est un commentaire de Hugues Hervibli. Quel est le rôle de l'écrivain dans la société? La question a été posée au président de l'Association ivoirienne des écrivains, Josué Guebo, une façon de rendre hommage aux écrivains africains à l'occasion de la journée qui leur est dédiée le 7 novembre chaque année. Franck Wadio, Yasmina Kanga. J'entends de la cale monter, les malédictions enchaînées, les requêtements des mourants. Des lignes d'un livre comme un exutoire aux maux de la société. Le travail de l'écrivain, guidé, orienté, émerveillé, un acquis au fil des années, de Senghor à Zadi Zaourou jusqu'à Serge Abilé. Aujourd'hui, un engagement bien remarqué. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a permis de comprendre que la vie n'est pas vraiment ce qu'on pense. Voilà. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est. Voilà. Donc la réalité, parfois notre réalité est différente de la vraie réalité. Donc je peux dire, les écrivains nous permettent de revenir sur terre en fait. De l'écrivain, il a un rôle beaucoup plus éducatif. Voilà, il instruit beaucoup, il nous apprend beaucoup et nous permet aussi de découvrir beaucoup de choses qu'on ignore sur terre. Une connaissance cependant livresque de l'impact social de l'écrivain. Pour Josué Guebo, président des écrivains de Côte d'Ivoire, celui-ci devrait jouer davantage sa partition. Il faut éviter d'assigner un rôle univoque aux écrivains. Vous savez que les écrivains sont des hommes de liberté, sont des créateurs,
Et la création n'est jamais aussi intéressante que quand elle est marquée par la liberté. Quelques pesanteurs existent. Ce sont des pesanteurs liés aux difficultés de l'édition, à la donne économique. Mais je crois qu'en termes d'espace de liberté, on peut estimer que les écrivains jouent leur rôle parce que le champ est ouvert. Mais n'oubliez pas que l'écrivain écrit aussi dans un espace mondialisé. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information, on n'est plus confiné dans un espace géographique restreint. Entre-temps, ils sont nombreux affirmant avoir perdu le plaisir de lire, pas forcément la faute aux écrivains. Dans notre commune, il n'y a pas de bibliothèque pour amener les jeunes à lire. Parce que s'il y avait des bibliothèques dans certaines communes, on se dit, bon, ok, aujourd'hui je vais dans telle bibliothèque prendre un livre, lire quand même, mais il n'y a pas. Il y a ce qu'on livre, c'est vrai. Eux, ils doivent apporter, c'est-à-dire ils doivent nous instruire, ils doivent apporter l'éducation. Mais ce qu'on voit, c'est-à-dire physique, l'éducation des jeunes, de toute façon les jeunes se comportent, on voit que c'est différent. Voilà, bon. On ne peut pas aussi accuser les auteurs, c'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est eux qui font ça. Remettre au goût du jour la question de l'importance de l'écrivain dans la société, créateur d'art littéraire, le sens de cette journée du 7 novembre consacrée à l'écrivain africain. Une journée initiée depuis 1992 à Dakar par l'Association panafricaine des écrivains et vulgarisée par l'UNESCO. Pour cette année, les écrivains ivoiriens ont décidé de célébrer le chantre de la littérature ivoirienne, Bernard Benlin Dadier. Le Poro Music Award, c'était ce vendredi au Palais de la Culture. 8 artistes africains de la diaspora ont été récompensés dans 12 catégories différentes. Parmi eux figurent des Ivoiriens. Il s'agit du reggaeman Ismaël Isaac et de l'artiste Serge Benou. Nous Sangaré, Serge Koléa. Ismaël Isaac et le groupe Zouglou Makers sont les deux grands vainqueurs de la 3e édition des Poro Music Awards. Le reggaeman Glan 3 Louri, meilleur clip vidéo, meilleur artiste masculin de l'année 2015 et meilleure vente de l'année 2014 avec plus de 16 000 disques vendus. Quant au faiseur de Zouglou, il remporte le prix du meilleur espoir masculin et du meilleur album de l'année. Par cette situation difficile, ces prix viennent nous apporter de la force afin de continuer à faire du travail, afin de continuer à promouvoir la culture ivoirienne. On remercie le Seigneur, on remercie tous nos fans aussi qui n'ont pas cessé de voter et puis on remercie David Taïro. Au cours de cette soirée, 8 autres artistes ont été distingués, dont Serge Benou, élu meilleur artiste coupé décalé de l'année 2015. Célébrer et honorer la musique ivoirienne, africaine et de la diaspora dans toute sa diversité, c'est l'objectif des Poro Music Awards. Mais pour cette 3e édition, seuls les artistes ivoiriens ont été primés. C'est une très bonne chose que nous ayons instauré le Poro depuis 3 ans. Cela participe, n'est-ce pas, de l'émulation, n'est-ce pas, dans le milieu artistique. La spécificité de cette édition qui s'est concentrée sur les artistes nationaux nous a montré la bonne qualité de ce qu'on a en Côte d'Ivoire ici en matière artistique et notamment en particulier dans le domaine du chant et de la musique. Mis en compétition dans 12 différentes catégories, le choix des lauréats était soumis à l'appréciation du jury et au vote du grand public. Poro Music Awards se tient annuellement en Côte d'Ivoire dans le cadre du Festival des musiques du monde d'Abidjan. Les forces vives et chefs traditionnels du peuple Nzima étaient à l'honneur le 5 novembre dernier à l'Abissa qui se tient à Grand-Bassam. C'était l'occasion pour le président de la Fédération ivoirienne de football Sidi Diallo et le ministre des Sports Albert François Amicha de présenter à la royauté Kotoko le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Herman Niamé. Une des attractions de cette journée dédiée aux forces vives du peuple Nzima a été la présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations au roi d'Nzima Kotoko de Grand-Bassam. Le président de la Fédération ivoirienne de football, accompagné du ministre des Sports Albert François Micha, à travers cette initiative, entend présenter officiellement ce trophée remporté par l'équipe ivoirienne à la dernière édition de la CAN au roi et à son peuple. Aujourd'hui, j'ai la journée réservée au cadre Nzima. Et étant cadre Nzima, je me devais d'être là. Mais on a voulu coupler cette cérémonie avec la présentation du trophée de la CAN, non seulement à Sa Majesté le roi d'Nzima Kotoko, mais également
au conseil municipal de Grand Bassam. La journée des cadres a eu pour thème l'union des forces vives des 7 familles, gage de l'émergence du peuple Nzima. Au cours de cette journée, les chansonniers ont rendu un hommage mérité au président du comité d'organisation de la Bissa et à son équipe pour le travail abattu. Travail qui a permis aujourd'hui de positionner cet événement culturel au niveau international. La première chose, c'est que la Bissa est connue parce que l'humanité a reconnu certaines valeurs dans la Bissa. Et nous, en tant que membres de la communauté, nous avons le devoir de rendre service à cette communauté-là en mettant nos intelligences en œuvre pour que la communauté et le monde entier reconnaissent les valeurs de notre peuple Nzima. Le fait que la communauté aujourd'hui, dans la critique sociale, reconnaisse le travail que nous faisons, toute l'équipe, c'est-à-dire le comité d'organisation, cela fait plaisir. La journée du vendredi consacrée aux chefs traditionnels considérés comme les gardiens de la tradition a enregistré la présence de plusieurs chefs des villages Nzima et différents chefs de communautés Nzima du pays. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, et l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire faisaient partie des invités de MAC. Ils ont pu voir et apprécier le riche patrimoine du peuple Nzima à travers les parades des familles alliées à Daolin et à Longomba, la critique sociale et également la parade des chefs traditionnels. La Bissa tire allègrement vers la fin. Ce samedi, comme il est de coutume, un hommage est rendu à un cadre Nzima. Cette année, c'est le professeur Francis Vaudier, l'ex-président du Conseil constitutionnel, qui est honoré. À l'étranger, au Burundi, la situation se dégrade et cela inquiète la communauté internationale. En début de semaine, le président Pierre Nkurunziza a lancé un ultimatum appelant les insurgés armés à déposer les armes au plus tard. Hier, vendredi, plusieurs habitants de Bujumbura ont été tués, dont le fils du célèbre défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonempa. Les présidents chinois et taïwanais ont échangé hier une poignée de mains historiques et des mots chaleureux. C'était au cours d'un sommet à Singapour. C'est la première fois en 66 ans que les deux chefs d'État acceptent de se rencontrer. La Chine continentale et l'île de Taïwan se sont séparés violemment en 1949. Les deux États revendiquent chacun la pleine et légitime souveraineté sur la totalité du territoire chinois. Les législatives se tiennent ce dimanche en Birmanie. Ce vote suscite des inquiétudes chez les observateurs du fait de l'opacité entourant le vote anticipé des militaires hier. Aung San Suu Kyi a mené une campagne très populaire dans le pays. À l'occasion de ce scrutin historique, la députée d'opposition, icône de la démocratie, entend mettre fin à un demi-siècle de domination de l'armée sur la scène politique, mais ses adversaires du parti des anciens militaires, actuellement au pouvoir, n'ont pas un mauvais bilan. Au Burkina Faso, pour assurer une transparence dans la collecte et la transmission des résultats du scrutin, la Commission électorale nationale a mis en place un système de transition par satellite. Plus de 360 centres de compilation communale par résultat seront équipés de kits de traitement des données. Ce système a été présenté hier aux différents candidats avant le début de la campagne électorale. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Très bon dimanche à tous et à toutes. La chaîne qui rassemble. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.